l'actualité ce soir, la majorité présidentielle en ordre de bataille face à la menace sécuritaire. Ce week-end, le NTD et le MPP mobilisent pour surmonter les défis sécuritaires et se concentrer sur la mise en œuvre du PNDS et du développement du Burkina Faso. Les échos de ces rassemblements qui se veulent des rentrées politiques à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, Koudougou dans le centre-ouest accueille du 27 au 29 septembre prochain le premier salon du coton et du textile du Burkina, un rendez-vous des professionnels de toute la chaîne de valeur du coton pour échanger autour des préoccupations et des opportunités de développement du coton et du textile. À moins d'une semaine de l'ouverture de ce salon, quel est le niveau d'organisation? On en parle avec M. Boubacar Traoré, secrétaire général du ministère du Commerce, invité de ce journal. Et puis dans cette édition, carnage en Iran, des hommes armés ont ouvert le feu samedi sur un défilé militaire dans le sud-ouest du pays. Au moins 29 morts. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, sachez que le président du Faso vient de rentrer ce soir même de Bamako au Mali où il a assisté à la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Mali. C'est pour magnifier l'excellence des relations entre le Mali et le Burkina Faso, deux pays voisins qui sont dans une dynamique de coopération depuis des décennies. On écoute le président Roch-Marc Christian Kaboré à l'issue des festivités. Ces propos sont recueillis par Aruna Maré, notre envoyé spécial à Bamako. Nous avons répondu à l'invitation du président Ibrahim Boubacar Keïta pour participer au 58e anniversaire de l'indépendance du Mali d'une part, mais également célébrer également son élection pour son deuxième mandat. Je voudrais en tout cas saluer le défilé que nous avons constaté et également dire que tous nos vœux, c'est des vœux de réussite, de succès, de paix, d'entente entre les Maliens. Et également de combat acharné contre le terrorisme qui est un mal qui nous mine tous, aussi bien le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger que la Mauritanie. Donc nous travaillons ensemble, l'amitié entre nos deux peuples et nos deux pays sont consolidées et je pense que, en tout cas, on souhaite bon vent au président Ibeka dans sa lourde mission. Merci. Aruna Maré qui reviendra plus amplement dans nos prochaines éditions sur cette actualité. Je le disais en titre, le nouveau temps pour la démocratie, un parti de la mouvance présidentielle tout en réaffirmant son soutien au président du Faso dans sa lutte contre l'insécurité, apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité. Ce samedi dans la capitale burkinabé, militants et responsables de ce parti ont sonné le rassemblement pour la sécurité mais aussi la cohésion sociale. Bouma Ernest Nébié. Parti Nouveau Temps pour la démocratie NTD fait sa rentrée politique à Ouagadougou. Placé sous le signe de la consolidation des institutions républicaines, de la sécurité et de la cohésion sociale, elle est une occasion pour les premiers responsables ainsi que les militants du NTD de réaffirmer leur soutien au président Roch-Marc Christian Kaboré dans son combat contre le terrorisme. Notre pays est dans une situation sécuritaire difficile. Le pays est attaqué. À l'est, ce n'est pas facile. Mais on a vu aussi au Sahel, on a vu dans la région du nord, le sud-ouest. Nous sommes attaqués. C'est pour cela que nous avons voulu lancer un message fort pour dire que notre parti, nous soutenons le président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous voulons dire que nous soutenons l'ensemble des forces nationales de défense pour dire que nous sommes derrière eux et que nous avons foi qu'ils sont une armée de combattants. Et le président de ce parti de la mouvance présidentielle, Vincent Dabilgou, d'inviter les Burkinabés à se départir des clivages politiques et à s'unir afin de libérer le pays des mains des forces du mal. Nous pensons que lorsque l'ennemi est à la porte, le peuple burkinabé, que l'on soit du centre, que l'on soit de la gauche, que l'on soit de la droite, que l'on soit Peul, que l'on soit Moussi, que l'on soit, quelle que soit l'ethnie que l'on soit musulman, que l'on soit catholique, que l'on soit chrétien, nous devions nous mobiliser comme un seul homme, parce que la priorité d'abord, c'est libérer le peuple, c'est faire en sorte que notre intégrité territoriale soit respectée. Le soutien au président Kaboré par le NTD dans la mise en œuvre du PNDS, la dynamisation des structures de base du parti et les préparatifs de la présidentielle de 2020 sont également au menu de cette rentrée politique.
De son côté, pour le MPP, c'est à la Maison du Peuple qu'il a rencontré ses militants. L'objectif étant de surmonter les défis sécuritaires et de se concentrer davantage sur la mise en œuvre du PNDS, mais aussi du développement du Burkina. Éléonore Yerbanga. Unis derrière le président Roch-Marc Christian Kaboré, le mouvement du peuple pour le progrès effectue sa rentrée politique 2018. Le parti qui entend surmonter le défi sécuritaire et réussir la mise en œuvre du PNDS dans l'union et la discipline partage avec les militants l'avis du parti, la mise en œuvre à mi-parcours du plan national de développement économique et social et la situation sécuritaire. L'armée a été de plus en main. Nous sommes en train de construire une nouvelle armée, une armée forte, une armée professionnelle, une armée bien équipée et une armée qui sait défendre l'intégrité du territoire et une armée républicaine qui respecte le peuple. Le président a donné des instructions pour que du matériel soit acheté pour l'armée, pour que les familles des soldats, ceux qui sont malheureusement tombés au combat, soient pris en charge par la nation. L'armée est en train de faire son travail et si Dieu le veut, cette histoire de terrorisme, dans quelques mois, n'en parlera plus. Le président du parti par intérim annonce aussi des séances de formation à l'endroit des responsables du parti. Les militants sont aussi appelés à se mettre en ordre de bataille pour gagner tous les combats. Nous devons promouvoir à notre sein la discipline, les valeurs de solidarité, d'intégrité, du sens du devoir et de responsabilité. Nous devons pour cela retrouver l'esprit militant et d'engagement. Il nous appartient également de cultiver l'unité d'action à la base comme une valeur éthique au service de notre ambition. Simon Compaoré se félicite aussi du déroulement du procès du putsch manqué de septembre 2015 et invite les militants et sympathisants du parti à rester mobilisés pour assurer une victoire du parti en 2020. L'actualité ce soir, le ministère en charge de l'action sociale a entrepris il y a environ un mois une opération dans la ville de Ouagadougou pour sensibiliser et enrôler les enfants de la rue dans des centres d'accueil d'urgence. Une opération menée dans des conditions difficiles de mobilisation de fonds. On se rappelle, le ministère avait souhaité un effort populaire pour soutenir le projet. Eh bien, un mois après, les responsables de l'initiative sont au rapport. 20 millions a pu être mobilisés. Zarissa Sanfo. 40 jours après le lancement de l'opération de retrait des enfants de la rue, la ministre en charge de la famille est face à la presse pour faire le bilan de cette première opération. 1379 personnes ont été retirées de la rue. Parmi elles, 418 enfants et mineurs travailleuses de sexe, pour des raisons qui leur sont propres, ont décidé de déserter les centres. Et pour les 961 personnes restées, la ministre décline ici le projet d'avenir. Parmi les enfants qui sont accompagnés de mères de jumeaux, nous avons 64 qui seront scolarisés au préscolaire et 21 au primaire. 77 enfants seront placés dès le mois d'octobre en formation professionnelle. Nous avons 77 enfants qui seront placés à l'internat dans nos centres. 105 femmes retirées de la rue, dont 10 travailleuses de sexe mineur seront placées en formation professionnelle aussi. Il faut souligner que chaque enfant bénéficiera d'un trousseau et un petit pécule de 10 000 francs pendant la durée de sa scolarisation ou de sa formation. Quant aux femmes retirées, elles bénéficieront durant la période de leur formation d'un pécule de 15 000 francs mois et d'une dotation trimestrielle en vivres en attendant leur accompagnement pour le développement d'une activité génératrice de revenus. Pour cette première opération, le ministère a dépensé 182 millions de francs CFA. Quant à l'opération de souscription lancée, il en a récolté 20 millions de francs CFA. Et cette première opération se poursuit toujours avec 2 sorties chaque semaine. Et puis un geste qui vient apporter du baume au cœur des porteurs de ce projet de retrait des enfants de la rue, celui de l'Assemblée nationale.
La représentation nationale vient d'apporter un appui financier à l'opération. Des détails avec Moussa Ouetraogo et Estelle Judith Assogba. L'Assemblée nationale répond à l'appel à contribution pour soutenir l'opération de retrait des enfants et femmes en situation de rue lancée le 23 août dernier par la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. L'institution offre à cet effet un chèque d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Cette somme, selon le président de l'Assemblée nationale, vise à soutenir cette initiative. Nous avons vu une brave dame qui a lancé une initiative qui est louable et nous, en tant qu'élus du peuple, nous ne pouvons pas rester à marge d'une situation pareille. C'est en cela que nous avons voulu, au nom de l'Assemblée nationale, en tout cas apporter notre modeste contribution. Je dis une modeste contribution parce que c'est la maudite somme de 5 millions que nous apportons. Ça ne va pas régler tous ces problèmes, mais bon, pour nous, c'est de démontrer à l'opinion publique que ce qu'elle fait concerne l'Assemblée. Pour la ministre en charge de la solidarité nationale, le geste est salutaire. Occasion pour elle de remercier l'ensemble des députés à travers le président de l'hémicycle pour leur accompagnement et leur intérêt à l'opération. Pour Marie-Laurence Ilboudo, l'opération passe bientôt à la seconde étape, l'étape d'orientation des enfants. D'ici la semaine prochaine, nous allons commencer à sortir les enfants de notre centre d'accueil d'urgence et les orienter soit dans leur milieu scolaire, soit dans leur centre de formation. Pour cette étape d'orientation des enfants, une conférence de presse sera animée ce 21 septembre. La filière coton fait vivre plus de 4 millions de Burkinabés et le secteur représente une des principales sources de revenus du pays. En initiant le premier salon du coton et du textile, le gouvernement burkinabé souhaite une plateforme incontournable d'échange des professionnels de toute la valeur de chaîne, de toute la chaîne de valeur du coton autour des préoccupations, mais aussi des opportunités du développement du Burkina. Explication Ernest Kambiri. Principale source de revenus pour plusieurs dizaines de millions de personnes en Afrique, dont plus de 15 millions uniquement dans l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la filière coton occupe près de 110% de la population active dans la sous-région. Au Burkina, ils sont près de 4 millions de Burkinabés qui vivent directement du coton. Toutefois, le coton africain et singulièrement celui du Burkina est très peu transformé sur place, moins de 5%. Fort de ces constats, le défi prioritaire sur le continent reste le développement d'une filière coton textile rentable de la production à la transformation. En décidant d'organiser pour la première fois en terre africaine un salon international du coton et du textile, le Burkina veut mettre en valeur le secteur du coton africain et faire du pays le carrefour continental où les grandes préoccupations des acteurs de toute la chaîne de valeur du coton seront périodiquement discutées. Le rendez-vous de Koudougou, la cité du Cavalier Rouge et berceau du textile burkinabé se présente comme un cadre permanent de discussion entre les experts mondiaux sur la transformation intégrée du coton, facteur de création, d'emploi et de richesse, un vœu cher au président du Faso, annoncé pour présider les 3 jours du Salon international du coton et du textile, le plus grand salon dédié à la filière coton-textile sur le continent. En terre burkinabé, le SICOT se veut donc un espace d'affaires pour les investisseurs potentiels, une tribune de valorisation des outils modernes de production, de transport, de transformation, dont la filature, la teinture, le tissage et surtout le financement et la commercialisation des produits. L'ambition est ainsi affichée pour stimuler davantage la transformation du coton sur le continent. Et il serait judicieux, voire impératif pour les acteurs burkinabés de la filière de faire de cette plateforme un rendez-vous de partage, d'échange sur les opportunités de développement de la filière coton conventionnelle et biologique après l'abandon de la culture du coton OGM par le Burkina Faso. Dans tous les cas, l'événement réunira plus de 1000 visiteurs de plus de 25 pays d'Afrique et du reste du monde autour du chef de l'État burkinabé pour dynamiser la filière et stimuler davantage la transformation du coton textile, thème de la présente édition du salon. Mais quel est le niveau d'organisation de ce salon à une semaine de son lancement? Pourquoi le choix de Koudougou? Le secrétaire général du ministère en charge du commerce est notre invité, M. Boubacar Traoré. Monsieur Traoré, bonsoir.
Bonsoir, M. Kinda. Merci de venir nous donner des éclairages sur ce premier salon du coton et du textile au Burkina. Est-ce qu'à ce jour, vous êtes prêt? Merci d'avoir accepté de nous recevoir sur votre plateau. À une semaine du salon, je peux vous confirmer que nous sommes prêts. Toutes les commissions travaillent d'arrache-pied et nous avons toutes les confirmations qui sont prises en compte. Nous avons également les dispositions qui sont prises pour que les participants puissent être logés, déplacés au niveau du site du salon. Donc tout est fin prêt pour que ce salon puisse se tenir dans de très bonnes conditions. Alors à Koudougou, qu'est-ce qui va se passer concrètement les 3 jours? Alors au cours de ces 3 jours, nous avons le salon qui est organisé autour d'une série d'activités. Nous avons d'abord des rencontres professionnelles. Des rencontres professionnelles autour de panels, autour d'une conférence inaugurale qui va camper le décor, et au cours des panels, les spécialistes de toute la chaîne de valeur vont intervenir. Des producteurs, des transformateurs jusqu'à la commercialisation, et ceux qui financent la filière vont intervenir. À côté de cela, nous avons des activités de mise en relation entre les acteurs de la filière coton pour développer leurs affaires. Et ensuite, nous avons également un défilé thématique sur la filière coton, sur l'évolution du coton, qu'est-ce qu'on peut faire avec le coton. Et pendant les 3 jours également, il y a des expositions. Il est prévu des expositions de spécialistes du secteur du coton et également des expositions sur tout ce qui intervient dans la chaîne de valeur pour que cet événement soit répondre à ces objectifs. Oui, M. Traoré, on le sait, le coton demeure un des moteurs du développement du Burkina, même si ces dernières années, on le sent se retirer. Et comment le pays peut s'appuyer sur ces types d'événements pour relancer la filière? Alors, je dois dire que le salon est une activité qui n'est pas isolée. C'est une activité qui répond à certaines préoccupations et à la politique du gouvernement en termes de transformation de nos matières premières locales. Et de ce point de vue, ce salon répond à l'axe 3 du PNDS. C'est un élément important dont il faut tenir compte. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que la transformation du coton soit une réalité à travers des projets à développer, à travers des partenariats à nouer avec des investisseurs et également à travers les réflexions sur les préoccupations de ce secteur-là. Et donc, c'est un événement qui est vraiment inscrit dans l'agenda du gouvernement. Et je dois rappeler que le thème de ce salon n'est pas fortuit. Nous avons dit transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesse. C'est extrêmement important. Et je crois que pour cela, le gouvernement a adopté un certain nombre de politiques d'instruments, notamment le plan d'industrialisation accéléré, qui va contribuer à amorcer justement la transformation de certaines matières premières locales, dont le coton. Et donc, vous insistez sur la transformation intégrée, mais aussi les questions de création d'emplois et de richesse. Absolument, parce que au cours de ce salon, des réflexions vont porter sur les préoccupations, les incitations à aller vers la transformation. Parce qu'à la sortie de ce salon, il faudrait qu'au-delà de la production, je rappelle que le Burkina produit en moyenne 600 000 tonnes de coton. Et nous transformons moins de 2% de cette production. C'est dire tout l'enjeu de la transformation, parce que en termes de valorisation, c'est des emplois concrets, c'est des revenus supplémentaires qu'on donne aux acteurs de toute la filière. Et de ce point de vue, le gouvernement et le ministère du Commerce sont engagés pour que ce salon soit un véritable succès. Oui, et pourquoi le choix de la ville de Koudougou? On aurait pu le faire à Bobo Dioulasso, à Dédougou. Est-ce que le choix de Koudougou est... Mais il faut dire que lorsque nous regardons Koudougou, est le bastion de la transformation. Vous savez que Koudougou a abrité une unité de transformation du coton.
Donc je crois que le fait de choisir Koudougou, qui est également une option qui a été arrêtée, c'est de faire en sorte que les réflexions puissent mener à la relance de l'activité de transformation dans cette localité. Mais du reste, il faut dire que l'intérêt du choix de Koudougou et du thème concerne tout le Burkina et toute la zone de production de coton et au-delà du Burkina, parce que nous avons l'ensemble des pays partenaires, des pays producteurs qui sont invités et qui doivent prendre part à ce salon et qui vont animer des réflexions. Ce sera le cadre de partage d'expériences et également de trouver des solutions aux préoccupations que les uns et les autres rencontrent dans le développement de leur chaîne de valeur. Du reste, la ville devrait voir la reprise des activités de Faso Fani, l'unité dont vous parlez. C'était une promesse de campagne du président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais aujourd'hui, pour le gouvernement, que devient ce projet? Mais il faut dire que les réflexions sont en bonne voie. Le promoteur initial, avec le promoteur qui est intéressé par la reprise du projet, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat accompagne le processus. Et je pense que sur la question, nous avons toujours été transparents. Pour ceux qui suivent l'actualité du département, ont certainement suivi un peu les rencontres et les évolutions sur notre page Facebook. Et je crois que ce sera l'occasion également d'approfondir les réflexions et nous pensons très certainement, lorsqu'il y aura des avancées, nous partagerons avec la population sur ce projet. Merci à vous, M. Boubacar Traoré, d'être venu partager un certain nombre d'informations avec nous sur le salon du coton et du textile qui se tient du 27 au 29 septembre prochain à Koudougou. Je rappelle que c'est une première pour le Burkina, mais aussi pour la sous-région. Merci d'être venu répondre à nos questions. Je vous remercie. Et la suite du journal, une question. Comment contribuer à la recherche agronomique dans les pays du Sahel? L'Alliance du Sahel, qui se veut une plateforme de coopération internationale au service du développement du Sahel pour la coordination des initiatives, vient de convoquer une rencontre à Ouagadougou. L'objectif étant de contribuer à travers la rédaction d'une note d'orientation stratégique et opérationnelle sur la contribution des recherches agronomiques franco-africaines au service de l'atteinte des objectifs de développement et de sécurité alimentaire. On essaie de comprendre tout cela en français facile avec Adi Salogo. Réunis à Ouagadougou, les responsables des systèmes nationaux de recherche agricole des pays du G5 Sahel plus le Sénégal et des institutions de recherche partenaires africaines et européennes, initiées par le CNRST en collaboration avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD basé en France. Les participants ont 2 jours pour réfléchir autour du thème « Contribution de la recherche agronomique dans le cadre de l'Alliance Sahel ». De cette déclaration de Ouagadougou, qui est une première entre nos organisations, c'est donc un changement d'attitude, un engagement, une responsabilité forte qui nous est donnée à travers cette déclaration, sachant que pour que les décideurs politiques arrivent à accomplir et à obtenir les objectifs et les ambitions qui sont les leurs, il faut l'appui de la science, il faut de l'innovation, il faut de l'engagement de tous les acteurs. Pour le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, cette rencontre revêt une grande importance. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre importante parce que l'action transformatrice de nos réalités, de notre économie, ne peut pas se faire tant qu'on ne prend pas en compte les possibilités de recherche, les résultats produits déjà, les résultats à venir, mais aussi la capacité d'innovation dont disposent donc les centres de recherche. L'Alliance Sahel est une initiative lancée en juillet 2017 par l'Allemagne et la France et qui regroupe 9 acteurs. Son objectif est de créer une plateforme de coopération internationale au service du développement du Sahel. Le Larlé Naba Tigré, qui possède des exploitations agricoles entièrement bio à Dapelgo, dans la province de Lubritanga, vient d'inviter des acteurs maliens et béninois du secteur de l'agriculture à venir voir les prouesses réalisées sur le terrain. Et ce sont des exploitations qui forcent l'admiration que ces visiteurs ont pu voir. Témoignage avec Maxime Zongo. Produire 100% bio, c'est-à-dire sans le moindre engrais chimique, c'est possible si on y met de la volonté. Le Larlé Naba Tigré, qui est devenu le champion dans le domaine, est de plus en plus la grande attraction.
Pour s'inspirer de son expérience inédite, ils se sont déplacés massivement de leur Bénin natal afin de s'approprier de cette technique de production qui a l'avantage de protéger durablement les terres cultivables. La différence est qu'avec les engrais bio, nous régénérons les sols, nous donnons une seconde vie à l'environnement et à la terre, alors que l'engrais chimique détruit la terre, l'environnement et détruit aussi la santé humaine. Nous sommes venus ici pour pouvoir voir des techniques de production agroécologique durable. Toutes ces techniques que l'ONG ECHO était venu donc nous démontrer au Bénin, on a compris que c'est de la réalité. Issus d'une trentaine de villages du Bénin, ces producteurs et productrices ont bénéficié de l'accompagnement de l'ONG ECHO. Ils s'engagent dès leur retour à produire bio et surtout à partager leur expérience avec les autres producteurs en faisant de la restitution à grande échelle. Le ministère en charge du commerce a procédé ce 20 septembre à Djibo au lancement officiel de l'initiative pour le renforcement du capital productif de petites et moyennes entreprises. L'initiative vise à doter 130 PME d'équipements modernes, dont 10 pour la région du Sahel. L'objectif étant d'accroître les capacités de transformation, de création d'emplois, mais aussi de création de richesse à travers ces petites et moyennes entreprises. Des détails avec Seydouzen sur Place Adori. Elles sont 10 entreprises de la région du Sahel qui reçoivent chacune des mains du ministre en charge du commerce un bon d'enlèvement d'équipement d'une valeur de 4 millions de francs CFA dans le cadre de l'opérationnalisation de l'initiative pour le renforcement du capital productif des petites et moyennes entreprises. Cette cérémonie de Djibo marque le début du don d'équipement aux 130 PME, dont 10 par région. Aujourd'hui, c'est un don d'équipement que nous sommes en train de faire pour l'ensemble des 130 PME en fonction des besoins qu'ils ont exprimés et d'un travail sur le terrain qui a été fait par nos équipes. Donc les équipements sont directement livrés, installés et rendus opérationnels et il y a un suivi derrière. Donc je pense que cette initiative qui est entièrement financée par des acteurs du secteur privé, par des mécènes, par des business angels et par effectivement des gens qui croient au développement économique, des gens qui pensent que les PME qui représentent 80% de notre tissu là, c'est là que se trouve en tout cas l'avenir. Les petites et moyennes entreprises priorisées sont celles intervenant dans la transformation locale des matières premières. L'élément essentiel en termes de critères, c'était que d'abord il fallait que ce soit une entreprise qui existe et qui marche et qui était dans des secteurs de la transformation des produits au plan local. C'est-à-dire que nous avions identifié pour chaque région les types de produits, de matières premières que l'on rencontre et dire on va sélectionner les entreprises dans ces secteurs-là. Et elles devraient également avoir une existence formelle, ça c'était la seconde chose, et devraient avoir au moins un emploi permanent. Après la cérémonie de lancement officiel de l'initiative pour le renforcement du capital productif des PME, le ministre en charge du commerce est allé livrer sur place de l'équipement dans l'atelier d'un des lauréats. Il s'agit de Saïdou Massa, bijoutier à Djibo. Avec cet équipement, son atelier va certainement passer d'un fonctionnement traditionnel à un fonctionnement moderne. En santé, à Nongana, dans la commune de Lumbila, le ministère en charge de la santé déploie des activités de la 3e campagne de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Une campagne destinée à protéger contre le paludisme, première cause de consultation au Burkina. Zarissa Sanfo. Salif Ouedraogo a du mal à boire ce médicament. Pourtant, une fois cette étape difficile passée, il est immunisé contre le paludisme pour 1 mois. Tout comme lui, ici à Nomgana, dans la commune rurale de Lumbila, ce sont 1047 enfants qui devraient passer par cette étape. Le Burkina Faso lance ainsi, et pour la 3e fois consécutive cette année, la campagne nationale de chimioprévention contre le paludisme saisonnier pour les enfants de 3 mois à 5 ans. Environ 60 à 70% des cas de paludisme surviennent chez les enfants de moins de 5 ans. D'où l'intérêt de cibler l'intervention au bénéfice de ces enfants-là. Et pour ce qui concerne la mortalité, c'est pratiquement 80% des décès liés au paludisme qui surviennent chez les enfants de moins de 5 ans. Et donc si nous voulons avoir un impact sur la proportion de la population présentant la maladie et la proportion de la population perdant la vie du fait du paludisme, il faut intervenir sur cette cible-là. L'an passé,
Ici au CSPS de Nom-Ghana, à cette même période de haute transmission du paludisme, ce sont 824 cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans qui avaient été enregistrés contre 387 années. Au niveau national, d'un cas d'environ 7 millions de consultations, aujourd'hui nous sommes à environ 5 millions de consultations. Donc il y a un impact, voilà, il y a véritablement un impact et nous pensons que les populations vont toujours rester disponibles pour que les enfants puissent recevoir en fait, ces médicaments-là. Cette campagne se déroule du 22 au 25 septembre sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de Ouagadougou. Toujours en santé, le ministère de la Santé, en partenariat avec l'OMS, a procédé le vendredi 21 septembre dernier à la validation du document de référentiel du système d'information hospitalier, un exercice destiné à dépasser le procédé manuel et aller vers les technologies de l'information et de la communication. Nathalie Sawadgo. Hôpital Yalgado Ouedraogo. Ici, les dossiers des patients sont enregistrés de façon manuelle. Un procédé qui n'est pas sans conséquence sur l'archivage des actes posés par les praticiens. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a souvent des pertes de dossiers. Comme ce n'est pas une seule personne qui manipule les dossiers, on a des équipes. Ici, on est 10 médecins, donc 5 équipes. Avec les roulements là, on peut venir et puis chercher un dossier en vain. Ce genre de cas-là, il faut carrément revenir dans le registre pour voir si on retrouve le nom de la personne, refaire un auto-résumé et ça retarde la prise en charge des malades. Ces difficultés seront bientôt conjuguées au passé. Le système d'information hospitalier, objet de cette concertation, vient comme une réponse à la pénibilité d'enregistrement des dossiers dans les différents hôpitaux. C'est une technologie qui permet de suivre le patient dès son entrée dans un hôpital jusqu'à sa sortie. Avec les technologies de l'information et de la communication, cette génération a la possibilité d'avoir des outils de collecte de données, d'analyse de grosses bases de données pour améliorer la prise de décision pour une qualité des soins et une redevabilité par rapport à la gestion des ressources. L'élaboration du document a connu 2 phases et lors de l'élaboration lors de ces 2 ateliers, tous les hôpitaux ont pris part à son élaboration. Donc aujourd'hui concrètement, c'est pour valider tout ce qui était fait avec les différents acteurs des hôpitaux. L'élaboration de ce référentiel a été rendue possible grâce à l'Organisation mondiale de la santé. Sa mise en œuvre va permettre l'amélioration de la prise en charge des patients, les échanges entre les structures hospitalières et rendre efficiente la gestion des ressources des hôpitaux. Et puis on évoque cette journée dédiée aux innovateurs burkinabés, une occasion d'exposer sur la créativité technique et documentaire des innovateurs à l'occasion de la journée de la propriété intellectuelle. Adama Koulibaly. Une case pour la conservation des oignons et pommes de terre, des broyeurs et mélangeurs d'aliments de bétail et de volaille. Voici quelques inventions burkinabées. Nous sommes à la 19e édition de la Journée africaine de la propriété intellectuelle et de la technologie à Ouagadougou. Une tribune qui permet aux innovateurs africains de présenter leur savoir-faire technique et artistique. Ce service consiste à protéger les inventions, les signes distinctifs, à savoir les marques qu'on appose sur les produits. Mais ça consiste également à mettre à la disposition de tous les États des informations technologiques. Pour les exposants, c'est une initiative qui permet aux gouvernants de découvrir les potentialités des innovateurs africains. Des découvertes qui peuvent impliquer un regard sur le développement industriel des pays africains. Cette journée va favoriser à l'éclosion, à un changement de mentalité et de comportement dans notre système de développement en Afrique. Cette 19e édition de la Journée africaine de la propriété intellectuelle et de la technologie est placée sous le thème « L'invention, moteur de développement industriel ». Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a saisi l'occasion pour évoquer les défis liés aux inventions africaines. Des défis liés notamment à la finalisation des projets d'invention, la protection juridique, la commercialisation et la production en série.
Et puis l'édition 2019 des UACO se prépare. Les 20 et 21 septembre dernier à Koudougou, une réflexion s'est tenue sur les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, et qui a réuni les membres du comité d'organisation, mais aussi du ministère en charge de la communication, pour voir déjà quelle charpente donner à cette manifestation à venir. Kadissa Nogo. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, sont un cadre d'échange et de partage d'expériences. Elle réunit tous les 2 ans des experts et des professionnels de l'information et de la communication autour des enjeux et des défis du secteur. Pour mieux organiser la 11e édition, qui aura lieu en novembre 2019, les professionnels de la communication sont réunis à Koudougou pour un atelier de réflexion. C'est aussi une opportunité pour faire le bilan de l'édition précédente. Il est important de faire une évaluation de l'édition, notamment celle de 2017, de voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer cette participation et cette effectivité des universités africaines et de surtout anticiper sur la préparation. Il y a même la critique de l'organisation concrète des UACO en termes d'occupation des espaces, en termes de gestion des panels, en termes de gestion des communications qui va être faite par les acteurs. L'innovation majeure de la 11e édition des UACO est la participation de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire. Cette initiative d'associer pratiquement la Côte d'Ivoire à ces UACO 2019 est une très bonne initiative. Cela permet ensemble, en tant que pays africain, de définir des communications qui nous permettent de changer l'image que les autres ont de l'Afrique et surtout de nos pays qui sont en plein développement. Au cours de cette rencontre, les participants vont déterminer le thème principal et les sous-thèmes qui seront débattus aux UACO 2019. L'Arabie Saoudite a fêté son 88e anniversaire de sa fête nationale au Burkina. L'ambassadeur du royaume a réuni à cet effet à sa résidence des invités pour des moments de convivialité. Tanga Kafando. C'est en présence de membres du gouvernement, de présidents d'institutions burkinabè, des corps diplomatiques ainsi que de nombreux invités que l'ambassade du royaume d'Arabie Saoudite a commémoré la fête du royaume. Un événement qui marque le 88e anniversaire de l'unification du royaume en un État souverain par le roi Abdelaziz Abderrahmane Saoud en 1932. Et l'occasion était belle, non seulement pour revisiter l'histoire, mais aussi de présenter la vision du royaume et les relations bilatérales qu'il entretient avec les pays frères et amis, dont le Burkina Faso. La relation qu'il y a entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite ne s'arrête pas ici et à cette fête. Donc le travail qui est accompli pour que la coopération soit davantage présente entre nos deux pays est considérable. On atteste encore la 3e visite officielle qu'a fait son Excellence Monsieur le Président du Faso au Royaume d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, à travers le Fonds saoudien pour le développement, a financé de nombreux projets de développement économique dans ce pays et continue de le faire, des projets sociaux également. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite est un partenaire aussi du Burkina dans la lutte contre le terrorisme, puisque déjà au niveau régional, l'Arabie Saoudite a donné 100 millions d'euros pour lutter contre le terrorisme. Donc 100 millions d'euros aux 5 pays membres du G5 Sahel, c'est une contribution importante. J'allais dire c'est l'une des plus grandes contributions. Situé au nord-est de l'Asie, le Royaume d'Arabie Saoudite est le berceau de l'islam et le foyer de 2 villes saintes de la religion musulmane, la Mecque et Médine, et le diplomate saoudien s'est réjoui du bon déroulement de la saison de pèlerinage de cette année. À l'étranger, carnage en Iran, des hommes armés ont ouvert le feu samedi sur un défilé militaire dans le sud-est du pays. Au moins 29 morts, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. En Iran, un attentat a visé ce matin un défilé militaire dans la ville d'Avaz, dans le sud-ouest du pays. Un premier bilan provisoire fait état de plusieurs morts et d'une vingtaine de blessés. Selon l'agence iranienne officielle IRNA, l'attaque aurait été menée par 4 hommes armés qui auraient ouvert le feu sur la foule. Ils auraient ensuite essayé de tirer sur la tribune officielle sans faire de victimes.
C'est à ce moment-là qu'ils auraient été neutralisés par les forces de l'ordre. Les médias iraniens parlent de 4 terroristes qui auraient été abattus. L'agence iranienne précise qu'aucun officiel présent à cet événement n'a été touché, mais elle ne fournit pour le moment aucun bilan exact de l'attaque. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.